Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 5e vidéo consacrée au cours sur la physiologie de la reproduction. Après avoir vu l'appareil génital mâle, maintenant on va entamer l'appareil génital femelle. Alors on va suivre le plan suivant. On va parler bien sûr d'une petite introduction, on va parler des ovaires qui sont l'équivalent des testicules chez l'homme. Ils ont également deux fonctions, on va parler de la fonction exocrine, l'ovogénèse et folliculogénèse, le contrôle de la fonction exocrine. On va voir la fonction endocrine, c'est-à-dire les hormones qui sont libérées par les ovaires. Et on va voir le tractus génital et on va terminer avec le phénomène de lactation, c'est-à-dire les glandes mammaires et la lactation. Alors, en plus de l'élaboration des gamètes et des hormones sexuelles, l'appareil génital femelle, elle est le siège de la fécondation, c'est-à-dire c'est dans l'appareil génital femelle que se fait la fécondation. Elle est le siège de la gestation, c'est-à-dire la grossesse, de la parturition, c'est-à-dire l'accouchement. On parle de parturition et gestation chez les animaux, mais chez la femme, on parle de grossesse et accouchement. Et également, elle est le siège de la lactation. Donc, comme chez l'homme, elle est constituée de 3 sections. Section glandulaire qui est constituée par les gonades, ce sont des ovaires, ils sont au nombre de 2 et comme on vient de dire, ils ont 2 fonctions également, fonction exocrine et fonction endocrine. La section tubaire, elle est constituée par les oviductes qui font suite à l'ovaire et qui récupère le gamète femelle et commence également la division, s'il y a fécondation, commence la division de l'œuf et l'utérus qui est l'organe de la grossesse ou bien la gestation. Et enfin, il y a une section copulatrice, c'est-à-dire le vagin et la vulve. Donc ces deux sections, la section tubaire et la section copulatrice, constitue le tractus génital femelle. Donc voilà une coupe frontale de l'appareil génital femelle qui nous montre bien les différentes parties de l'appareil génital femelle. Comme vous voyez ici, vous avez l'utérus avec les 3 tuniques, myomètre qui est la partie musculaire, la cavité utérine, l'endomètre qui est la membrane interne de l'utérus. Il y a les trompes de Fallope, là, ou bien oviduc, c'est la même chose. Les ovaires, là, vous avez le vagin, et à la fin, vous avez la vulve. Là, c'est le col de l'utérus, la partie endocole, c'est-à-dire l'intérieur de l'utérus, et vers l'extérieur. Donc, en général, voilà les différentes parties de l'appareil génital femelle qu'on va voir en détail. On va commencer par les ovaires. Alors, du point de vue morphologique, comme vous savez, les ovaires, ils se situent dans l'abdomen. Donc, ce sont 2 petites structures de forme ovoïde ou forme de rein ou d'amande. Ils sont jaunâtres et ils sont au nombre de 2 bien sûr, et ils sont maintenus par 4 ligaments. Un ligament qui les relie à l'oviducte ou bien trompe de Fallope, un ligament qui les relie à l'utérus, un ligament qui les relie au ligament large et un ligament qui les relie à la paroi lombaire. Alors du point de vue histologie, donc si on observe une coupe transversale d'un ovaire, on constate que l'ovaire, il est constitué par 2 zones. Zone périphérique corticale ou bien cortex ovarien et une zone médulaire ou médula ou zone centrale.
Donc la zone périphérique, elle est formée de 3 tuniques, elle est formée de 3 parties. La partie la plus externe, c'est ce qu'on appelle l'épithélium germinatif ou de recouvrement. Deuxième membrane, c'est une tunique albuginée. Donc c'est une membrane de nature conjonctive. Elle est pauvre en cellules, mais elle est riche en substances fondamentales. Et le stroma cortical. Le stroma cortical, il est constitué de cellules de nature fibroblastique. Entre ces cellules-là, nous avons les organites. C'est dans le stroma cortical qu'on trouve les organites ovariens, c'est-à-dire les follicules qui vont nous libérer le gamète femelle. Et la zone médulaire, comme son nom l'indique, c'est une zone au milieu de l'ovaire. Elle est également constituée elle est formée de 2 parties. La région parenchymateuse, c'est une région qui est contiguë au cortex, au stroma cortical, c'est-à-dire qui est voisine du stroma cortical, et une partie que l'on appelle le hile, c'est-à-dire la partie centrale de l'ovaire. Dans cette partie-là, on aura des nerfs et des vaisseaux sanguins. Donc voilà en gros l'histologie de l'ovaire. Et bien sûr là, vous voyez les follicules qui vont se développer pour libérer le gamète ou ovocyte secondaire, et ce qui reste, c'est le corps jaune. Donc tout ça, on va voir tout ça en détail. Donc là, vous avez une coupe d'un ovaire de rat. Comme vous voyez là, voilà bien sûr la partie corticale. Là, vous avez les organites, les follicules à différents stades. Et au milieu, vous avez le hile ou bien faisceau, nerf et vaisseau. Alors, deuxièmement, on va voir les organites ovariens. Alors, il y a 2 types d'organites ovariens. Il y a les follicules et le corps jaune. Alors, les follicules, dans l'évolution du follicule, il existe plusieurs étapes. Il y a les follicules primordiaux qui sont, c'est-à-dire au repos. Ces follicules-là, ils se trouvent avant même la naissance. Et on parle des follicules évolutifs ou gamétogènes. Ce sont des follicules qui vont par la suite se développer et donner le gamète femelle. C'est-à-dire, ces follicules-là, ils vont passer par le follicule primaire, follicule secondaire ou plein, follicule tertiaire ou cavitaire et follicule de De Graaf. Ce follicule de De Graaf, c'est le follicule mûr qui va expulser le gamète femelle. Alors, une fois le gamète il est libéré, ce qui reste, il se transforme en corps jaune. Le corps jaune, bien sûr, c'est le follicule rompu. Après certaines transformations, il le conduit à une glande. Le corps jaune, c'est une glande endocrine qui va nous libérer une hormone qu'on va voir par la suite. Pas une hormone, mais beaucoup d'hormones. Alors, une petite remarque, c'est que les follicules primordiaux, ils restent longtemps quiescents, c'est-à-dire au repos. Et un plus grand nombre, il va subir une involution et une dégénérescence. C'est ce qu'on appelle l'atrésie folliculaire. Donc, l'atrésie folliculaire, c'est l'involution et la dégénérescence des follicules primordiaux. Et ce n'est pas que les follicules primordiaux qui vont se dégénérer, mais même les follicules évolutifs. À un certain moment, un seul qui va arriver à maturité, mais les autres, ils vont subir des involutions, c'est-à-dire ils vont soit dégénérer, soit involuer. Donc maintenant, nous allons voir la fonction exocrine, c'est-à-dire la fonction gamétogène qui va donner le gamète femelle. Donc il y a 2 types, on va voir l'ovogénèse et la folliculogénèse. Alors qu'est-ce que l'ovogénèse? L'ovogénèse, c'est l'ensemble des processus qui permettent la formation et le développement des gamètes femelles.
aptes à être fécondés par les spermatozoïdes. Et la folliculogénèse, c'est l'ensemble des phénomènes qui assurent l'apparition puis la maturation des follicules. Donc bien sûr, le gamète femelle, il se développe à l'intérieur des follicules. Donc on va voir ces deux phénomènes en détail. D'abord l'ovogénèse. Donc si vous remarquez, comme chez l'homme, la spermatogénèse, elle est divisée, elle comporte trois phases: phase multiplication, croissance et maturation. La même chose ici. L'ovogénèse comporte trois phases: phase de multiplication, phase de croissance et phase de maturation. Alors, si vous vous rappelez un petit peu de ce que nous avons vu chez le mâle, la spermatogénèse, elle débute à l'âge de puberté. Et l'âge de puberté chez l'homme, c'est entre 12 et 14 ans. L'ovogénèse chez la femme, elle commence très tôt. Elle commence pendant la vie fœtale, c'est-à-dire avant même la naissance. Et elle comprend, comme nous avons dit, trois phases. Donc la phase de multiplication, elle se fait avant la naissance. C'est-à-dire que la jeune fille, elle comporte déjà son stock d'ovocytes. Donc les cellules germinales ou bien gonocytes primaires, ils vont se multiplier pour donner des ovogonies. Les ovogonies, bien sûr, ils vont se multiplier très activement, toujours avant la naissance, c'est-à-dire vers le 4e et le 7e mois de la vie intra-utérine. Donc, pour donner, ces ovogonies vont se multiplier pour donner un ovocyte primaire à 2 N, c'est-à-dire diploïde, à 2 N chromosomes. Donc, à ce stade-là, c'est-à-dire entre le 4e et le 7e mois de la vie intra-utérine, la petite fille, elle a à peu près 70 000 à 400 000 d'ovocytes primaires à 2 N chromosomes. Cette cellule-là, elle va commencer sa division méiotique, bien sûr, et elle sera bloquée au stade provase. Donc, la deuxième phase, c'est la phase de croissance. Phase de croissance, c'est-à-dire après la naissance, mais avant la puberté, c'est-à-dire c'est une période prépubertaire. L'ovocyte primaire, il ne va pas se diviser, mais le volume de cet ovocyte-là, il va augmenter. Il va y avoir des synthèses nucléaires et cytoplasmiques qui donnent les caractères définitifs à cet ovocyte. Donc, mais on a toujours l'ovocyte primaire à 2 N. À la puberté, c'est-à-dire pendant la phase de maturation, c'est cet ovocyte primaire, bien sûr, tout ça, c'est sous l'action des hormones gonadotropes qu'on va voir par la suite. Cet ovocyte primaire, il va achever sa première division qui a commencé, c'est-à-dire au stade prophase, et il va se transformer en ovocyte secondaire. C'est une cellule à N chromosomes et elle va donner un globule polaire. Et cet ovocyte secondaire, il va commencer sa division, il va rester bloqué au stade métaphase. Et c'est ce qui est ovulé, c'est-à-dire c'est le gamète femelle. Donc le gamète femelle, c'est l'ovocyte secondaire à N chromosomes avec un arrêt de division au stade métaphase. Alors s'il y a fécondation, cet ovocyte secondaire ou bien ce gamète femelle, il va se transformer en œuf ou bien ovule et un deuxième globule polaire. Le premier globule polaire, il va se diviser pour donner 2 globules polaires. Ce sont des cellules secondaires qui vont disparaître par la suite. S'il n'y a pas de fécondation, bien sûr, cet ovocyte secondaire ou bien ce gamète femelle, il va être libéré par les pertes, les sécrétions vaginales. Donc voilà, vous devez retenir que l'ovogénèse, elle se fait très très tôt, avant même de la naissance. C'est la différence entre la spermatogénèse. La folliculogénèse, la même chose, elle est formée de 3 phases: phase de multiplication, phase de croissance et phase de maturation. Alors, quand vous voyez ici, la phase de multiplication,
Donc nous avons parlé du follicule primordial, donc c'est l'ovocyte primaire entouré de quelques cellules folliculeuses. Donc sous l'action des hormones, bien sûr, ce follicule primordial, il va se transformer en follicule primaire. Follicule primaire, c'est toujours l'ovocyte primaire avec une couche de cellules folliculeuses qui l'entourent. Ensuite, ça passe à la phase de croissance. La phase de croissance, donc pendant cette phase-là, le follicule primaire, il va se transformer en follicule secondaire. Comme vous voyez ici, il s'agit de plusieurs cellules folliculeuses qui vont, on les appelle cellules de la granulosa. Ces cellules de la granulosa, ils sont riches en protéines, hydrates de carbone, phospholipides, tout ça pour nourrir ce sont des substances nutritives. Ensuite, le follicule secondaire, il va se transformer en follicule tertiaire ou cavitaire. Alors, quelle est la caractéristique de ce follicule-là? Comme vous voyez ici, l'ovocyte primaire, il va s'entourer d'une membrane que l'on appelle la zone pellucide. Il va y avoir apparition d'une zone pellucide ou membrane pellucide qui entoure l'ovocyte primaire. Donc, au sein de la granulosa, nous avons une cavité qui est creusée. C'est ce qu'on appelle l'antrome. Et il y a également apparition de la thèque externe et de la thèque interne. La thèque interne constituée par des cellules qui vont sécréter par la suite des hormones sexuelles, je dis bien sexuelles, et la thèque externe qui est une thèque qui va protéger le follicule. Ensuite, pendant la phase de maturation, c'est-à-dire lorsque le gamète il est prêt, regardez bien là, nous avons l'ovocyte primaire qui va s'entourer d'une couche de cellules folliculeuses que l'on appelle la corona radiata, c'est la caractéristique du follicule mûr. Là, nous avons une cavité qui devient très très grande, le liquide là, qui contient les protéines, c'est le liquide folliculaire qui contient les protéines et les albumines. On remarque ici que la thèque externe et la thèque interne deviennent très minces, deviennent très réduites. Donc, le follicule, il est prêt à libérer le gamète femelle. Et au pôle du follicule de De Graaf, nous avons un amas de cellules folliculaires que l'on appelle le cumulus proligère ou cumulus oophorus. Donc voilà en gros les phases de la folliculogénèse. Donc là c'est juste un schéma qui montre bien ce développement-là au sein de l'ovaire. Follicules primordiaux qui passent en follicule primaire, follicule secondaire, follicule tertiaire, sa caractéristique c'est l'existence de l'antrome ou la cavité, follicule de De Graaf qui va libérer le gamète femelle, voilà, donc voilà l'ovocyte qui est expulsé, et ce qui reste, il devient le corps jaune. Donc le devenir de ce corps jaune, il dépend de la fécondation. S'il y a fécondation, bien sûr, on va voir tout ça après. Il va rester, il va continuer. Mais s'il n'y a pas de fécondation, il reste un moment et il va s'atrésir, il va dégénérer. Et c'est ce qu'on appelle le corpus albicans. Il va devenir un corps blanc qui va être rejeté par la suite. Alors maintenant, on va voir l'ovulation. L'ovulation ou la pente ovulaire. Alors, quel est le mécanisme de l'ovulation? Il y a deux cas. Il y a d'abord les modifications qui touchent le follicule et il y a le contrôle endocrinien de l'ovulation. Donc, on va voir quelles sont les modifications qui touchent le follicule avant l'ovulation. Donc, avant l'ovulation, le follicule, comme vous voyez ici, c'est le follicule de De Graaf ou bien le follicule mûr. Il va grossir, il prend une forme ovalaire, comme vous voyez ici, et se rapproche de la surface de l'ovaire. Donc, le liquide, là, le liquide folliculaire, il se distend
il subit des modifications physico-chimiques qui deviennent plus ou moins visqueux. Donc ces modifications deviennent ce liquide il devient très visqueux. Donc ensuite vous avez la membrane ici qui va se réduire et s'amincir, donc les parois s'amincissent et il y a une lise. Donc là la partie qui est avasculaire, c'est ce qu'on appelle le stigma, il va être lisé, c'est-à-dire il va être rupturé et le liquide, bien sûr le gamète, c'est-à-dire l'ovocyte secondaire, c'est-à-dire l'ovocyte 2, il va être libéré à l'extérieur, bien sûr, il va être libéré dans les oviductes avec une partie de la corona radiata et avec une partie de liquide qui est très visqueux. Donc, bien sûr, la lyse, c'est grâce à des enzymes. Donc, ensuite, il y a des facteurs, donc des facteurs qui interviennent dans cette lyse du follicule. Donc, quels sont ces facteurs locaux? Sous l'action des hormones hypophysaires, ou plutôt anti-hypophyse, c'est-à-dire la FSH et LH, il va y avoir libération des catécholamines et activation des prostaglandines. Donc, nous avions l'occasion de parler des prostaglandines. Nous avons dit que c'est un groupe des acides gras insaturés dérivés de l'acide arachidonique. Donc, les catécholamines et les prostaglandines, ce sont ces substances-là qui modifient le régime circulatoire périfolliculaire, c'est-à-dire qui entoure du follicule. Et il va y avoir activation de l'adénylcyclase, bien sûr, il va y avoir une cascade de réactions, et ce qui va permettre la synthèse des enzymes protéolytiques, c'est-à-dire les protéases et les collagénases, et ce sont ces enzymes-là qui vont permettre la lyse du follicule